On a un certain nombre de ces évangélistes qui écument des plateaux de télévision, ils inscrivent les opérations militaires qui sont menées au Moyen-Orient dans un cadre qui sort complètement de la rationalité. C'est particulièrement dangereux parce que les États-Unis sont une puissance nucléaire. On a également en Israël aujourd'hui une extrême droite d'essence fasciste qui inscrit son action dans une logique en fait d'extermination des Palestiniens à Gaza. Du côté iranien, on a également un messianisme religieux chiite dans lequel il y a un petit peu une lecture équivalente avec également l'idée d'une confrontation majeure qui aurait lieu au Moyen-Orient et qui opposerait les musulmans à des ennemis présentés comme des espèces de mécréants. On a des acteurs en fait qui vivent ce conflit dans une espèce non seulement de guerre de religion mais de représentation du monde où chacun pense contribuer de façon décisive à ce qui serait une espèce d'affrontement final avant la fin des temps. Bonjour Monsieur Lemissi. Bonjour Laetitia. Merci beaucoup d'avoir accepté cette interview pour NTD France. Je vous reçois aujourd'hui pour parler de la guerre en Iran et des dynamiques géopolitiques qu'elle soulève. Vous êtes analyste géopolitique, chargé de cours à la Suisse UMEF, où vous enseignez les relations internationales, et chroniqueur pour la revue littéraire Bastille et le média Antithèse. Vous proposez une lecture souvent critique des dynamiques internationales actuelles, notamment au Moyen-Orient. Depuis plusieurs semaines, la guerre en Iran suscite de nombreuses analyses. Certains experts adoptent une lecture très stratégique, centrée sur les équilibres de puissance, tandis que d'autres y voient les symptômes d'un désordre plus profond. Nous allons tenter avec vous de comprendre aujourd'hui ce conflit. Tout d'abord, j'aimerais parler avec vous d'une question centrée sur une rivalité principale, celle qui oppose les États-Unis à la Chine. On a de nombreux analystes qui estiment que le monde est aujourd'hui structuré autour de cette rivalité et que les conflits régionaux, comme celui qui a lieu actuellement en Iran, s'inscrivent dans cette compétition globale entre les États-Unis et la Chine. Est-ce que vous partagez cette lecture ou est-ce qu'elle vous semble plutôt réductrice ? Alors, à l'échelle géopolitique globale, on peut évidemment analyser cette confrontation entre les États-Unis et l'Iran, auquel il faut rajouter évidemment Israël, qui est à l'origine même du conflit, on pourra y revenir. On peut évidemment interpréter cette guerre comme étant une opposition entre d'un côté les États-Unis et la Chine, sachant que parmi les objectifs secondaires en fait de la guerre que les États-Unis ont menée et continuent de mener vis-à-vis de l'Iran, en fait il y a une volonté de couper la relation stratégique qui existe entre l'Iran et la Chine, sachant que l'Iran est un des partenaires, notamment sur le plan énergétique, principaux de la République populaire de Chine. Et outre la question énergétique, en fait il y a toute une espèce d'architecture internationale qui lie l'Iran et la Chine. L'Iran a rejoint les BRICS, ainsi que l'organisation coopération du traité de Shanghai, qui porte également une dimension sécuritaire et stratégique. Donc tous ces éléments font qu'on doit replacer ce conflit à l'échelle de la confrontation réelle qui existe, entre guillemets, dans la course au leadership global qui oppose les États-Unis et la Chine. On peut également essayer d'interpréter la guerre menée par les États-Unis comme une volonté de créer une espèce de containment sur la question énergétique vis-à-vis de la Chine. C'est-à-dire que la Chine contrôle 80% des chaînes de valeur liées aux matériaux stratégiques et aux terres rares qui sont absolument essentielles pour tout ce qui concerne en fait les nouvelles technologies, les énergies renouvelables et donc ce qui positionne la Chine en fait en position de force. Ce qui s'est vu par exemple l'année dernière lorsque la Chine par exemple a décidé de mettre en place une forme d'embargo en direction des sociétés militaires américaines. Et c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les esprits aux États-Unis et qui a en fait bloqué pendant un petit moment la production de composants ultramodernes utilisés dans les systèmes d'armes de haute technologie américaines et qui ont rappelé en fait la vulnérabilité des États-Unis sur ce segment par rapport à la Chine. Et donc la réponse du berger à la bergère, c'est du côté américain de vouloir créer un petit peu une situation équivalente sur le segment des énergies qui explique le coup vénézuélien, c'est-à-dire le coup d'État qui a été mené contre Maduro et le kidnapping, en violation de toutes les règles du droit international, du président vénézuélien, et cette tentative qui a été celle d'une recherche de décapitation du pouvoir en Iran, qui n'a pas abouti et qui nous place aujourd'hui dans une continuation de la guerre, même s'il existe des éléments de diplomatie, de négociation actuellement qui ne sont pas encore bien clarifiés. Donc, soit on s'engage dans une guerre qui va être beaucoup plus
lourde, beaucoup plus dure, ou bien peut-être une solution politique qui pourrait apparaître d'ici là à hauteur des négociations qui se déroulent actuellement même. Après, ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'on a également une confrontation que l'on présente un petit peu dans cette logique d'opposition entre Occident et Sud global, pays émergent, qui a pris toute sa place, notamment avec la guerre en Ukraine, hein, qui a traduit cela, dans le sens où on a vu les pays notamment du Sud prendre parti plutôt pour la Russie et les Occidentaux qui soutenaient l'Ukraine, hein, comme une espèce de guerre par procuration. Et on peut replacer en fait ce conflit un petit peu dans une continuité et la volonté notamment des États-Unis, du monde occidental plus globalement, de vouloir réaffirmer leur leadership dans une situation où ce leadership est fortement remis en question. Et on le voit hein, dans la traduction militaire, qui a été celle d'une situation où les États-Unis ne sont absolument pas dominants, n'ont pas été dominants hein, vis-à-vis des Iraniens, même au contraire, on peut considérer, en tout cas pour la première phase du conflit, jusqu'au dernier cessez-le-feu, que les États-Unis, du point de vue stratégique, en fait, ont perdu aussi bien politiquement, économiquement que militairement vis-à-vis des Iraniens. Oui, vous dites que ce leadership finalement des États-Unis a été remis en question récemment. On a des observateurs qui considèrent que l'intervention contre l'Iran, justement, a permis aux États-Unis de réaffirmer son rôle de puissance dominante, notamment par leur capacité à projeter leurs forces à l'échelle mondiale. Est-ce que, selon vous, c'est effectivement une démonstration de leur part de puissance, ou est-ce que c'est au contraire un signe de fragilité stratégique d'avoir agi comme ils l'ont fait en Iran ? Alors personnellement, je ne partage absolument pas cette analyse ni cette opinion, tout au contraire. Cette guerre menée par les États-Unis est plutôt la traduction d'une situation de grande faiblesse, déjà de faiblesse morale, puisque les États-Unis se sont engagés dans l'illégalité, dans la voie de l'illégalité internationale, hein, en attaquant un pays souverain. Ce que nous dit le droit international, la Charte des Nations Unies, c'est que la force, elle peut être utilisée dans des situations de légitime défense, ou bien lorsqu'on dispose d'un mandat de l'ONU, à une résolution du Conseil de sécurité qui le permettent. Et ce n'est absolument pas le cas. Là, on a une agression gratuite contre l'Iran, qui n'a rien demandé, qui n'a jamais agressé ou attaqué les États-Unis de façon en tout cas frontale. Et déjà, on a, pour moi, du point de vue international, une faillite morale. C'est-à-dire que les États-Unis, qui sont la première puissance stratégique du monde, censée montrer l'exemple, bien nous présente exactement le contraire. Et je ne parle pas de la communication absolument délirante du leadership américain, et notamment de son président Donald Trump, qui raconte tout et n'importe quoi dans une même minute, quitte à passer pour un personnage versatile, voire même dirigeant ridicule aux yeux de la planète entière. On ne peut pas dire que les Américains, en ce sens, ont marqué des points. Ensuite, sur le terrain, ce qu'il faut regarder, c'est qu'effectivement, les Américains, la puissance militaire états-unienne, c'est celle qui, sur la planète, est en mesure, en fait, de mobiliser la projection militaire, notamment sur le segment aéronaval, la plus forte sur Terre. C'est vrai, hein, ils disposent de 12 porte-avions nucléaires, hein, donc ce qui représente quand même une capacité d'emport et de déplacement quasiment 1 millier d'aéronefs, sans compter les bombes, les missiles qui vont avec. Donc c'est une capacité de force qui est réelle. Sauf que sur le terrain militaire, ce qu'on a constaté, c'est que toute puissance américaine, eh bien, elle a été remise en question par l'appareil militaro-industriel iranien qui s'est totalement préparé en fait aux configurations de l'armée américaine et qui ont été en capacité en fait de repousser les différentes tentatives américaines qui ont pourtant été lourdes. Hein. On parle de milliers de bombes et de missiles qui ont été déversés sur l'Iran et pourtant l'Iran est toujours debout. Son appareil militaire est quasi intact, sa capacité de frappe, missiles, drones suicides, éléments de guerre électronique sont toujours là. Et les États-Unis ont été dans l'incapacité en fait, de pouvoir faire plier l'Iran en ayant utilisé quasiment 20 à 30% de leur stock dans sa totalité projetable de missiles et autres vecteurs. Donc ce n'est même pas une petite opération militaire qui a été menée, hein, donc c'était vraiment une opération particulièrement dure et violente. Et pourtant les Iraniens, si on regarde le bilan final, ont touché, quasiment détruit l'intégralité des bases américaines dans la région, notamment des pays du Golfe, a frappé très lourdement les principaux sites stratégiques israéliens, donc l'allié des
les États-Unis et ont amené en fait les porte-avions américains à rebrousser chemin sur certaines phases en étant en fait en incapacité de se rapprocher trop fortement des côtes iraniennes sous peine d'être frappés. On a des porte-avions américains qui ont été frappés par des drones iraniens, donc il n'y a pas eu de gros dégâts, mais on peut imaginer que si les Iraniens avaient utilisé par exemple des missiles hypersoniques contre ces porte-avions, ils auraient été en capacité tout simplement de les couler. Donc je n'essaie même pas d'imaginer ce que symboliquement ça aurait produit comme choc en fait pour les États-Unis, et ça aurait acté vraiment très certainement une escalade particulièrement grave dans le conflit. Oui, en tout cas, vous êtes très critique vis-à-vis de cette attaque de Trump sur l'Iran. Au contraire, les défenseurs de cette intervention affirment qu'elle sert un intérêt global, notamment en matière de non-prolifération nucléaire. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Est-ce qu'on peut réellement parler d'un intérêt mondial quand il s'agit de cette question nucléaire, ou est-ce qu'il s'agit simplement d'une vision occidentale des équilibres internationaux? Alors vous avez utilisé le terme vision occidentale, je crois que ça résume assez bien les choses. Il faut prendre en considération aujourd'hui que 90% de la planète, 90% des terriens soutiennent l'Iran, sont derrière l'Iran et absolument pas soutien des États-Unis, et considèrent cette guerre en fait comme une agression contre le droit international et une agression contre la souveraineté d'un pays que les Américains avaient considéré comme faible, et au final ils se retrouvent dans une situation qu'ils n'avaient pas forcément prévue. Sur la question de la prolifération nucléaire, non, je pense plutôt le contraire, c'est que cette guerre, elle va amener un certain nombre d'États à considérer aujourd'hui que l'acquisition de l'arme nucléaire va devenir en fait une priorité afin de se défendre contre les politiques agressives de certaines puissances, et notamment des puissances occidentales. On le voit d'ailleurs dans la région aujourd'hui. Si on prend le cas de la Turquie, où j'étais il n'y a pas très longtemps, il y a un très grand débat sur la question de l'acquisition de l'arme nucléaire. En Arabie Saoudite, on peut lire la presse, on parle justement de cette question d'acquisition de l'arme nucléaire. Le Pakistan a déjà l'arme nucléaire dans la région, et puis d'autres États, notamment l'Égypte, qui avait déjà une politique d'acquisition d'armes nucléaires qui avait commencé dans les années 60-70. C'était un projet commun avec l'Algérie, mais qui a été avorté après les accords de Camp David. Eh bien aujourd'hui remet sur la table cette question de l'acquisition de l'arme nucléaire par rapport au danger que représente l'arme nucléaire israélienne, Israël qui ne cesse de menacer ses voisins et qui a menacé même l'Iran à travers un certain nombre de discours d'usage de l'arme nucléaire. On a même des ministres israéliens à un moment donné qui avaient même fait allusion de l'usage de l'arme nucléaire contre Gaza, c'est-à-dire à proximité même du territoire israélien. Donc c'est pour dire la gravité de ce sujet, et je pense que tout au contraire, cet épisode va au contraire donc en fait encourager les États moyens, les puissances régionales qui ne disposent pas encore de l'arme nucléaire, de chercher à l'avoir. On a l'exemple de la Corée du Nord, par exemple, qui, depuis qu'elle a acquis l'arme nucléaire, a sanctuarisé d'un certain point de vue son territoire, même si le pays est dans l'état que l'on connaît du point de vue économique. Et je crois que sur ce sujet, il faut être juste, d'autant plus que si on doit parler de l'Iran, il n'y a pas de débat. L'Iran est l'un des pays de cette planète à avoir ratifié le traité de non-prolifération nucléaire. C'est un traité qui date de 1968. Bon, l'Iran l'a ratifié bien après, dans lequel l'Iran, justement, s'interdit l'acquisition de l'arme nucléaire. Puis au-delà de ça, il y a une autre dimension que l'on pourra traiter peut-être plus spécifiquement après, c'est une dimension religieuse. Il faut voir que la République islamique d'Iran s'est interdit du point de vue religieux à travers une fatwa. Fatwa, ça veut dire en fait avis de jurisprudence, tout simplement, l'acquisition de l'arme nucléaire pour des motifs liés au fait que dans l'islam et la tradition coranique, l'usage d'armes de destruction massive sont strictement prohibés. Parce que c'est quand même une idée largement répandue que l'Iran cherchait activement à se doter de l'arme nucléaire. Vous ne pensez pas que c'est le cas? Non, il n'y a rien qui nous amène à penser que l'Iran chercherait à acquérir l'arme nucléaire. Bien au contraire, ce qu'il faut regarder, c'est que les Iraniens disposent à la fois du savoir-faire, de la technologie, de tous les moyens pour acquérir l'arme nucléaire. S'ils avaient souhaité et s'ils s'étaient donné réellement les moyens de l'avoir, ils l'auraient eu peut-être depuis 5 à 10 ans. Le fait qu'il ne l'ait pas développé, c'est parce que jusque-là, en fait, il existait une espèce de mémorandum lié à un avis religieux qui avait été celui de l'ayatollah Khomeini,
après la révolution islamique d'Iran, qui avait mis fin au programme nucléaire iranien qui existait d'abord à l'époque du Shah, qui était d'ailleurs partagé avec les États-Unis et Israël. C'est ça qui est quand même intéressant. C'est la République islamique d'Iran qui va mettre fin à ce projet nucléaire. Et le programme nucléaire va être repris fin des années 80, début 90, sous l'ère de la présidence de Rafsanjani, donc qui était président de la République islamique d'Iran. Lui a eu, à un moment donné, l'intention de pousser justement à l'acquisition de l'arme nucléaire. Et il y a eu un avis religieux de celui qui était donc le guide de la République islamique d'Iran, donc Khamenei, qui a été assassiné il y a un mois environ, au début du conflit, et qui avait émis justement une fatwa où il avait réitéré l'interdiction de la production ou l'acquisition d'armes nucléaires, qui était celle de Khomeini auparavant. Et en fait, cet avis religieux a été respecté juste là. Et ce qui est important de dire, c'est que autant dans les médias mainstream, on met en avant toute cette dimension religieuse, notamment du clergé iranien et des dirigeants qui seraient présentés comme d'affreux fanatiques. Et moi, je pose la question, pourquoi ces gens que l'on présente comme des fanatiques religieux obéissant aux ordres donnés par leur hiérarchie religieuse, devraient désobéir pour ce qui concerne l'arme nucléaire. C'est pareil pour tout. Si on parle de gens qui sont réellement religieux et complètement convaincus de ce que leur présente en fait la doxa théologique de l'islam chiite, pour la question nucléaire, c'est la même chose. Par contre, aujourd'hui, les choses ont changé. Avec l'assassinat de Khamenei et la succession en tant que guide suprême de son fils, le Khamenei fils, eh bien, on est dans une situation qui est complètement différente, puisque l'actuel guide dit de la révolution islamique, de la République islamique d'Iran, est favorable au contraire à l'acquisition et au développement de l'arme nucléaire pour des raisons différentes. Et il répond en ce sens aux velléités ou aux demandes qui avaient été exprimées notamment par une des dimensions militaires du régime iranien qui s'appelle en fait les gardiens de la révolution, qui aujourd'hui sont la réalité du pouvoir en Iran. Parce qu'il y a eu comme un transfert de pouvoir qui a été quasiment acté avec la mort de Khamenei, qui fait qu'aujourd'hui les gardiens de la révolution sont véritablement les vrais détenteurs du pouvoir en Iran. Et eux, par contre, l'acquisition de l'arme nucléaire relève d'une priorité qu'ils considèrent comme étant une cause existentielle. Et cette recherche de l'arme nucléaire, maintenant, il faut voir qu'elle répond à plusieurs problématiques. Un, Israël dispose de l'arme nucléaire, et donc il faut une parité pour qu'il y ait un équilibre, en fait. Si on se rappelle la guerre froide, ce qui a fait qu'il n'y a jamais eu d'affrontement entre les États-Unis et l'Union soviétique, c'était la dissuasion nucléaire, tout simplement. Et on peut rappeler Raymond Aron, qui parlait justement de cette notion de paix impossible et de guerre improbable, et c'était le nucléaire qui nous amenait à cette situation de non-affrontement possible. Et d'un autre côté, il faut voir que l'Iran est entouré encore d'autres puissances nucléaires. Le Pakistan, qui est aux frontières de l'Iran, qui est une puissance musulmane sunnite, donc rivale un petit peu des chiites, et qui peut être considéré comme un potentiel rival ou danger pour les Iraniens, qui motiverait leur volonté de recherche d'armes nucléaires. Et là maintenant, avec l'agression américaine qui a été menée contre l'Iran, avec des frappes qui ont été particulièrement lourdes, il y a des destructions très lourdes en Iran, on va encore avoir un argument de plus pour dire qu'il faudra à terme se doter de l'arme nucléaire, sauf si entre-temps, il y a un accord politique garanti par les grandes puissances, la Russie et la Chine, qui garantissent à l'Iran une situation de non-agression, comme ça a été validé par exemple en 1962 lors de la crise des missiles à Cuba, où les Américains s'étaient engagés à ne jamais envahir Cuba, mais là, ça va peut-être être remis en question avec notre ami Donald Trump, et eh bien, dans ce cas-là, peut-être que l'Iran abandonnerait définitivement justement ce projet de développement du nucléaire militaire qui jusque-là, je le rappelle, n'a en réalité jamais été développé dans sa procédure de finalisation. Oui, c'est très intéressant. Merci pour cette analyse. Je vous ai entendu évoquer des influences religieuses en lien avec l'islam et puis ce qui se passe en Iran. Je voulais aussi vous permettre de rebondir sur cette thématique parce que je sais que vous avez récemment publié un article pour Antithèse dans lequel vous évoquez d'autres sortes de messianismes religieux qui dictent la géopolitique. Je vous propose de revenir un peu sur les différentes formes de messianisme que vous avez vues émerger ces dernières années et qui ont guidé justement la politique. Alors effectivement, on ne peut pas comprendre ce conflit qui oppose les États-Unis, Israël
et l'Iran, dans une espèce de triade diabolique, si j'ose dire, sans comprendre en réalité la dimension eschatologique de ce conflit, à travers une opposition en fait, de messianismes qui sont propres au mouvement évangélique qu'on rattache aux églises protestantes, au messianisme juif aussi, que certains analysent comme relevant de ce qu'on appelle le sionisme révisionniste. De la même façon, chez les évangélistes, on parle de sionisme chrétien. Et puis, il y a aussi du côté iranien une sorte de millénarisme très très important, qui n'existe pas dans le monde musulman en général, à certaines exceptions, mais qui est assez propre en fait au chiisme, et qui nous amène dans une configuration où on a des acteurs en fait qui vivent ce conflit dans une espèce non seulement de guerre de religion, mais de représentation du monde où chacun pense en fait contribuer de façon décisive à ce qui serait une espèce d'affrontement final avant la fin des temps. Alors on peut en dire quelques mots dans chacune de ces familles. Il y a ce qu'on appelle d'abord le sionisme chrétien, qui est toute une mouvance qui est rattachée à ce qu'on appelle les églises évangéliques américaines, mais qui ont une dimension qui est une dimension mondiale. Aux États-Unis, on considère qu'il y a environ 80 à 100 millions d'Américains en fait, qui sont dans ces courants, qui donnent une importance toute particulière à la dimension eschatologique en fait de leur croyance, avec l'idée que nous serions aujourd'hui entrés dans des temps prophétiques qui nous rapprocheraient de l'Armageddon, sorte de fin du monde, pour lequel en fait il serait possible un peu d'accélérer le mouvement pour arriver au final à la réalisation du retour du royaume de Dieu bâti sur la justice, mais qu'entre-temps il faudrait passer par un certain nombre d'épreuves, et notamment une espèce de guerre finale qui serait identifiée comme une guerre au monde musulman, une guerre qui serait particulièrement destructrice, et pour lesquelles justement les évangéliques plaident notamment pour le retour des Juifs en direction de ce qu'ils considèrent comme être la terre promise, qui serait une espèce des signes annonciateurs justement de cet Armageddon, cette fin du monde. Et beaucoup d'Américains croient justement en ces espèces de projections messianiques. Et si on prend l'administration Trump, que ce soit dans son cabinet, parmi ses conseillers, ou même dans son gouvernement, alors quand je dis gouvernement, je fais allusion donc aux différents secrétaires, notamment secrétaire à la défense, eh bien on a un certain nombre de ces évangélistes qui écument entre guillemets les plateaux de télévision aux États-Unis et qui poussent en fait dans ce sens et qui représentent en fait un véritable danger parce qu'ils inscrivent les opérations militaires qui sont menées au Moyen-Orient dans un cadre qui sort complètement de la rationalité. Et c'est particulièrement dangereux parce que les États-Unis, c'est une puissance nucléaire. Donc imaginez si demain vous avez un chef d'état-major américain qui est complètement convaincu par ses idées, un Donald Trump qui croit en ses idées de fin du monde, et puis que vous avez dans tous les niveaux d'échelle de commandement de l'armée américaine des gens aussi fanatiques qui décideraient par exemple d'utiliser l'arme nucléaire au Moyen-Orient, eh bien on se situerait quand même une situation particulièrement périlleuse. On a également en Israël aujourd'hui une extrême droite d'essence fasciste, suprémaciste, qui inscrit son action dans une logique en fait d'extermination des Palestiniens à Gaza, et qui s'inscrivent dans une lecture idéologique qui est également une lecture messianique, où ils attendent en quelque sorte le retour du Messie, donc le Machia, et avec qui il réaliserait ou il préparait avant son arrivée en fait un projet eschatologique qu'on appellerait en fait le projet du Grand Israël, c'est-à-dire en gros la création d'un espèce d'empire israélien ou empire juif qui s'étalerait en fait du Nil jusqu'à l'Euphrate, et donc qui amènerait donc Israël à faire la guerre à tous ses voisins, faisant la guerre à l'Égypte, la Syrie, l'Irak, la Turquie à terme, et donc ce qui représenterait évidemment un danger mortel pour toute la région. J'oubliais également la Jordanie, puis aujourd'hui c'est avec l'Iran, mais la guerre avec l'Iran, elle s'inscrit dans l'autre lecture, c'est celle de vouloir se débarrasser en fait de toute puissance qui puisse représenter en fait un concurrent militaire ou stratégique à la domination Israël dans la région. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est de voir qu'un certain nombre de dirigeants israéliens aujourd'hui ne parlent que de la Turquie présentée après l'Iran comme le futur ennemi à abattre. Bon,
Je pense qu'ils ont peut-être vendu la peau de l'ours un peu vite, parce qu'il faudrait déjà qu'ils règlent le problème iranien, qui risque d'être beaucoup plus compliqué que ce qu'ils avaient imaginé, je peux imaginer, au départ. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a aujourd'hui des messianismes qui s'opposent. Puis du côté iranien, on a également un messianisme religieux chiite, qui est minoritaire dans le monde musulman, parce qu'il est surtout cantonné, ce messianisme, au monde chiite, dans lequel, en fait, il y a un petit peu une lecture équivalente, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous serions rentrés dans des temps, en quelque sorte, prophétiques, et dans lequel les musulmans seraient en attente du retour de Jésus, qui viendrait apporter justement la justice sur terre, et un peu dans un même processus, eh bien, la terre serait confrontée à des situations particulièrement difficiles en termes de bouleversements écologiques, naturels, et avec également l'idée d'une confrontation majeure qui aurait lieu au Moyen-Orient et qui opposerait les partisans de Jésus, c'est-à-dire les musulmans, et dans l'eschatologie musulmane chiite, une partie des chrétiens qui auraient rallié les musulmans face à des ennemis qui seraient présentés comme des espèces de mécréants sans une identification particulière, mais dans le discours iranien chiite actuel, cet ennemi, ce serait en fait Israël et les États-Unis. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, si vous avez aimé cet extrait, je vous invite à visionner la vidéo dans son intégralité sur Epoch TV en cliquant sur le lien situé dans la barre d'information sous la vidéo. Sur Epoch TV, l'inscription est gratuite et vous aurez également accès à davantage de contenus premium, des articles d'analyse de l'actualité ainsi que des interviews. J'espère que cette offre enrichie vous plaira et je vous dis à bientôt sur NTD France.